à toutes, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Ce webinaire est réservé à nos adhérentes. Alors merci à vous d'être parmi nous et en étant là, de nous soutenir et de nous permettre de continuer nos missions, à savoir l'information avec le Rose Magazine, l'accompagnement en soins de support dans les maisons roses de Paris, Bordeaux et puis avec ma maison Rose Up aujourd'hui. Et puis, dernière mission, la défense des droits des femmes touchées par un cancer. Donc, merci à vous pour votre soutien. Je me présente, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Benjamine, chargée d'accompagnement pour ma maison Rose Up. Vous me retrouvez donc sur l'animation des différents webinaires qui sont proposés. Et donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un webinaire nutrition avec Julie, diététicienne. Julie, je vais te laisser te présenter. Donc, je suis Julie Massé, je suis diététicienne. Je travaille avec la Maison Rose de Bordeaux. Moi, je suis bordelaise depuis presque 5 ans maintenant. Et je fais les webinaires de la Maison Rose, de ma Maison Rose Up depuis le premier jour du premier confinement. Voilà. Donc, je suis une bonne habituée de tout ça. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'hormonothérapie. On va discuter de ces questions d'alimentation autour de l'hormonothérapie, de toutes ces questions que vous pouvez vous poser. Vous le savez, peut-être pas encore pour celles qui n'ont jamais participé à un webinaire, mais nous, on aime bien que les webinaires soient le plus dynamique possible et que je ne passe pas juste 1 heure à vous raconter des choses. Donc, n'hésitez pas à utiliser les onglets questions-réponses ou discussions pour pouvoir nous poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Parfois, je n'ai pas toujours toutes les réponses, mais je peux essayer d'y répondre. Il n'y a pas de questions idiotes parce qu'en fait, on apprend toujours d'une question. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Il n'empêche que j'ai plein de choses à vous dire quand même. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de questions à poser, on trouvera des choses à se raconter. Merci Julie. C'est parti. Merci à toi. Alors, ces questions d'hormonothérapie, elles sont toujours un petit peu stressantes. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas très à l'aise à l'idée de ce qui vous attend avec cette hormonothérapie. Vous savez que c'est quelque chose qui va durer longtemps, hein, entre 5 et 10 ans la plupart du temps. Et selon les produits, c'est un peu comme quand vous avez fait de la chimio, si vous en avez fait, vous avez un peu peur des effets secondaires qu'il va y avoir parce que vous avez entendu un peu tout et son contraire. Certaines, elles ont beaucoup grossi, d'autres, elles ont maigri, certaines, elles ont mal là ou elles ont mal là. Elles supportent plus ou moins bien cette hormonothérapie. Au niveau alimentaire, on a des choses que l'on peut mettre en place pour vous aider à faire attention à ces effets secondaires. En tout cas, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place de façon globale, puisqu'on est en phase de traitement post-gros traitement. Hein. On est un traitement au long cours, donc ce n'est plus exactement la même histoire. Ce sont des effets secondaires qui ne vont pas durer que 15 jours, hein, ça risque de durer longtemps. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut essayer de mettre en place. J'ai plusieurs angles d'attaque selon les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer. Ce qui est sûr, c'est qu'une des premières difficultés qu'on va rencontrer, pour qui c'est le cas, certaines d'entre vous seront déjà ménopausées avant d'avoir eu le cancer. Donc, vous aurez toujours cette question de ménopause qui sera toujours présente, mais qui ne sera pas nouvelle ou qui ne sera pas induite par ces traitements. Alors que certains d'entre vous sont plus jeunes et n'ont pas encore les effets de la ménopause et les traitements vont induire ces effets de ménopause, en fait. Et c'est important que je vous l'explique parce que, justement, ça va changer pas mal de choses. Le fait d'avoir cette ménopause induite par ces traitements. La ménopause, ça a plusieurs actions super sexy sur le corps des femmes et vous êtes très contente de le savoir. C'est bien de s'y préparer parce que ça va arriver, que ce soit lié au traitement ou pas, dans tous les cas. Il y a plusieurs choses importantes. La première chose, c'est qu'après la ménopause, on a une force musculaire plus importante qu'avant la ménopause. Donc, on va se retrouver avec un corps qui va avoir plus de difficultés à fabriquer du muscle et plus de facilité à perdre son muscle. Double plaisir. Ça, c'est une des premières choses qui va arriver. La deuxième chose qui va arriver avec cette ménopause aussi, c'est une diminution de votre besoin alimentaire. Alors ça, on n'entend pas souvent. Souvent, on entend « Ah, j'ai grossi à la ménopause ». Mais on ne vous explique pas toujours que c'est parce qu'en fait, on avait besoin de moins manger. Et ça, c'est quand même un peu bien de l'apprendre. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire et comment on peut gérer ça, mais ce besoin alimentaire diminue. C'est-à-dire qu'on a besoin de moins d'énergie pour avoir autant de choses à faire dans la journée. Il faudra moins d'apport énergétique. Et on va avoir aussi quelque chose de sexy, on va avoir une augmentation de la fabrication des graisses.
le corps des femmes est déjà un corps qui est plus gras que le corps des hommes. Hein. Nous, on a un corps qui est prévu pour porter des enfants, fabriquer du lait, ce genre de choses. Et du coup, on a un corps qui est un petit peu plus gras. On est plutôt sur 22 à 25% de matière grasse dans le corps des femmes, plutôt 18 chez les hommes. Et on va avoir tendance à faire encore plus de gras une fois passé la ménopause. Et bien oui, le muscle qu'on ne fabrique plus ou qu'on a du mal à fabriquer, et ben, il va se transformer plutôt en gras. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles on va pouvoir faire un peu face grâce à la nutrition. Il y a des petites choses que l'on peut mettre en place. Ça, c'est des choses importantes auxquelles il faut penser. Et puis, cette hormonothérapie, c'est aussi la vie de tous les jours. Vous allez passer 10 ans sur les hormonaux. On ne peut pas se dire, tiens, pendant 10 ans, je vais faire un régime. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de créer une routine, commencer à avoir une hygiène alimentaire intéressante et importante et qui vous permette d'aller sur le plus loin possible. Globalement, ce que vous allez mettre en place au début de votre hormono, le but du jeu, c'est que vous le gardiez tout le temps de votre hormono. Donc, il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez conserver et pas un régime ultra drastique qu'on ne peut pas faire plus de 6 mois. Donc, ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Parce que oui, il va y avoir des changements sur votre corps, mais ce n'est pas toujours ce que vous imaginez. Et du coup, il va falloir vraiment s'adapter en fonction de ce que vous allez voir. Donc, cette hygiène alimentaire, je vous expliquerai à la fin. Je pense qu'on va utiliser à la fin la question de l'hygiène alimentaire. C'est quoi une vraie bonne hygiène alimentaire pour éviter d'avoir des difficultés, pour éviter d'avoir des rechutes, en tout cas pour avoir, on va dire, les meilleures chances possibles que tout se passe bien. Alors, cette petite fonte musculaire, je commence par ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai la ménopause qui arrive? En fait, oui, je vous vends du rêve, Stéphane. Cette petite perte musculaire, vous inquiétez pas, c'est valable pour toutes les femmes, hein. Certaines plus vite que d'autres, mais c'est valable pour tout le monde. C'est important, c'est fou parce que cette ménopause, on n'en parle pas, alors qu'on y passe toutes, et celles qui n'y sont pas encore vont y être un jour ou l'autre. Et c'est pas quelque chose d'horrible, hein, c'est juste un changement d'étape dans notre vie, et c'est juste un fonctionnement de notre corps qui s'adapte, en fait. Si on est préparé, et vous savez, quand les enfants, les jeunes filles sont réglées, en soi, avant, c'est pas très rigolo, on n'a pas trop envie que ça nous arrive, et puis quand on le vit, ma foi, on fait avec, et c'est pareil avec la ménopause. Donc, cette perte musculaire, cette pente musculaire qui est parfois embêtante, il y a plusieurs petites choses sur lesquelles on va devoir jouer. La première, et c'est une chose qui c'est pas complètement de mon ressort, mais c'est pas grave, la première, c'est l'activité physique. Vous avez pu passer votre vie sans faire de sport, si vous voulez. C'était pas l'idéal, mais c'était pas la fin du monde. À partir de la ménopause ou de l'entrée en traitement d'hormonothérapie, ça devient obligatoire. Il faut avoir une activité physique régulière. Et c'est hyper, hyper important. Elle est importante parce que c'est bon pour la tête et c'est bon pour tout ça, mais elle est importante aussi pour maintenir votre masse musculaire, en fait. Si je n'ai pas d'activité physique régulière, je perds de la masse musculaire. Donc, j'ai besoin de recréer du mouvement dans mon corps pour pouvoir permettre à mon corps de créer une masse musculaire régulière, qu'il ne change pas, qu'elle soit toujours à peu près au même niveau. Une activité physique régulière, c'est quoi? C'est pas aller faire de la Zumba 1 heure, une semaine sur 2. Ça suffit pas. C'est pas vraiment une activité physique régulière. C'est marcher, si je peux, un peu tous les jours. C'est faire du vélo, si je peux, un peu de temps en temps, alors 2 ou 3 fois dans la semaine au moins, une demi-heure, 3/4 d'heure. Si je travaille toujours, c'est mettre de l'activité dans mes transports, par exemple. M'arrêter un peu plus tôt si je prends un transport en commun. Arrêter peut-être un arrêt avant et marcher une dizaine de minutes le matin avant d'arriver, et puis peut-être faire la même chose le soir. Ça me fait 20 minutes de marche dans une journée, c'est vraiment un minimum du minimum. Une activité physique régulière, c'est mettre dans son quotidien quelque chose qui me permet d'avoir du mouvement dans mon corps. On a des boulots où on est plutôt sédentaire la plupart d'entre nous, c'est pas vrai pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre nous, on est plutôt sédentaire et plutôt assis pendant toute la journée. On devrait marcher au minimum une demi-heure par jour. C'est vraiment un minimum en fait. Notre corps, il est prévu pour qu'on l'utilise, il n'est pas prévu pour qu'on soit assis. Donc, la première des choses à mettre en place, c'est de trouver cette activité physique. La Zumba, en plus, 1 heure par semaine, c'est génial, hein, c'est pas un problème. Mais il faut en mettre un peu plus que ça et de façon très régulière. Parce qu'1 heure par semaine, mon corps, ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il y ait d'autres choses pour que 7 heures par semaine, elle soit un plaisir aussi. Mais il faut qu'il y en ait d'autres dans la journée. Le plus intéressant, c'est vraiment de se le mettre dans la journée. Si je ne suis pas encore capable, si je ne me sens pas encore capable, il y a encore plein d'activités physiques adaptées qui peuvent vous aider. Vous avez sur ma maison Rose Up des cours en ligne, mais vous en avez aussi dans certains des endroits où vous êtes suivis. On peut vous proposer plein de choses. Il y a beaucoup de coachs d'activités physiques adaptées qui s'installent aujourd'hui. Vous pouvez même vous le faire prescrire par votre médecin. Vous pouvez aller chez le kiné 3 fois par semaine. Il y a plein de solutions aujourd'hui lorsque même on ne se sent pas complètement apte à faire du sport par soi-même pour pouvoir avoir une activité physique qui soit régulière. Et c'est vraiment très, très important parce que c'est la base du socle
de ma quantité de muscles dans mon corps. Si je n'ai pas d'activité physique, je vais forcément perdre du muscle encore plus vite. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir une activité physique. Et puis, pour aller avec cette activité physique, ce qui est un peu plus de mon ressort, c'est votre apport de protéines. La protéine, c'est le constituant du muscle. C'est une espèce de petite brique qui va nous aider à fabriquer du muscle. Et du coup, il faut que j'ai un apport en protéines qui soit régulier pour pouvoir continuer à fabriquer mon muscle. Vous savez, dans notre corps, rien n'est complètement figé. Tout se défait et se refait constamment. Et ben, les muscles, c'est un peu pareil, ça se défait, ça se refait constamment. On est toujours un peu en train de les réparer. Donc, il faut qu'on ait un apport de protéines qui soit assez important et suffisant pour pouvoir continuer à maintenir notre masse musculaire. Alors, je l'explique souvent, cette histoire des protéines, mais c'est important parce que vous ne le savez pas toutes. Oui, voilà. Voilà. 20 minutes de marche, c'est combien? Ça dépend à quelle vitesse vous allez marcher. Il y a des gens qui vont marcher à 3-4 km/h, et puis il y a des gens qui vont marcher, donc ça fera 1 km à peu près, puis il y a des gens qui vont marcher 6-7 km/h, et là, ça peut aller beaucoup plus vite en quantité. Ça peut être 4 fois 5 minutes, l'important, c'est d'avoir du mouvement dans votre journée. L'important, ce n'est pas de se donner 10 km à faire absolument par jour. Mais voilà. On a des smartphones aujourd'hui. Quasiment sur tous les smartphones, on a des compteurs de pas. Hein, oui, voilà. Merci, donc, utilisez les compteurs de pas. Ou sinon, vous avez une appli qui est faite par Decathlon. Vous savez, la marque Decathlon qui s'appelle Decatcoach et que vous pouvez lancer régulièrement pour savoir le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. C'est très utile, en fait. Ça permet d'avoir une perception. Normalement, c'est 10 000 pas qui sont recommandés. On ne les fait pas tous, les 10 000 pas par jour. Surtout quand on est sédentaire, quand on a un métier plutôt sédentaire. Moi, les bons jours, j'en fais peut-être 8 000. Les bons jours de travail, quoi. Donc, les jours moyens de travail, ça m'arrive d'avoir 3 ou 4 000 pas à la fin de la journée. Ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut en rajouter justement sur le chemin. Donc, je vous parlais de ces protéines qui sont importantes. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, les protéines au niveau alimentaire. Il existe plusieurs sortes de protéines. Vous savez, on dit les protéines végétales, les protéines animales. Ça, c'est des choses que vous avez déjà toutes entendues. Est-ce qu'elles se valent ou pas? Eh bien, je vais vous expliquer en fait comment c'est fabriqué une protéine. Une protéine, imaginez que c'est un petit train. C'est un petit train avec un wagon et puis plein de petits, avec une locomotive et puis plein de petits wagons derrière. Et il y a des trains qui font 10 wagons, il y a des trains qui en font 150. Ça dépend des protéines, en fait. Ces petits wagons, c'est ce qu'on appelle les acides aminés. C'est les constituants des protéines. Ces acides aminés, il y en a 8 qu'on ne sait pas fabriquer, nous, dans notre corps, et qu'on va être obligé d'apporter par l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Ces petits wagons-là, si on ne les mange pas, ils ne sont pas apportés dans notre corps et donc ils vont nous manquer pour pouvoir fabriquer du muscle, ou fabriquer des hormones, ou fabriquer des choses. En fait, ces protéines dans notre corps, elles nous servent à fabriquer des choses. Donc, ce qu'on va chercher, c'est à retrouver tous ces wagons, tous ces petits 8 wagons-là qu'on ne sait pas fabriquer pour pouvoir absolument nous les emmener dans le corps pour qu'on puisse derrière refabriquer du muscle avec. Ces petits wagons, les 8, on les trouve dans plusieurs types d'aliments. On les trouve principalement dans ce qu'on appelle les protéines animales, qu'on récupère dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Donc ça, c'est des sources de protéines animales qui vont nous apporter ces 8 petits wagons qui sont essentiels. On les retrouve aussi dans 2 produits végétaux, le soja, mais vous savez qu'avec l'hormonothérapie, on vous déconseille de consommer du soja, malgré tout ici. Et on les retrouve dans le quinoa. C'est pareil, c'est un végétal dans lequel on va retrouver ces 8 petits wagons. La consommation de protéines, elle est recommandée pour avoir ces 8 petits wagons, justement, c'est à ça que ça sert. Dans le monde végétal, selon les végétaux, il va nous manquer quelques-uns des wagons. Dans les céréales, par exemple, le blé, le riz, le maïs, il y a 6 de ces wagons qui sont présents. Il en manque 2. Et dans les légumineuses, ça va être les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, qui est, vous savez, les haricots tarbés, les cocos, ce genre de choses. Dans cela, il va y en avoir 7, il va en manquer 1. Ce qui est chouette, c'est que celui qui manque, ce n'est pas le même qui manque dans les céréales. Donc, si on mange les céréales et les légumineuses en même temps, ou en tout cas dans la même journée, on va pouvoir avoir les wagons qui vont se compléter, comme si on avait mangé de la viande, du poisson ou des œufs, ou des produits laitiers. Et c'est ce qu'on cherche. C'est le but du jeu lorsqu'on mange que des protéines végétales, par exemple, si on décide d'être végétarien, c'est d'avoir ces 8 wagons qui nous sont apportés par l'alimentation parce qu'on en a besoin.
Le principe, dans le végétarisme, si on ne veut pas manger de viande ou de poisson, on peut se dire, bah, tiens, je vais essayer de faire la bon complément, on appelle ça la complémentation, les bons compléments entre les céréales et les légumineuses. Alors, ce n'est pas très compliqué, faut partir de l'idée qu'il faut à peu près 2/3 de céréales dans son alimentation et 1/3 de légumineuses. Globalement, on pourrait se dire, bah, tiens, au repas de midi, je vais manger un peu de pain et peut-être, je ne sais pas, des pâtes, donc ça me fait du blé, avec autre chose. Et au repas du soir, je vais faire des lentilles. Et en soi, on sera arrivé à quelque chose qui aura fait ma complémentation. Ça marchera très bien. Après, on peut être un peu plus précis si on cherche à être vraiment très, très précis. Mais bon, si vous n'êtes pas végétalien, c'est-à-dire que vous ne mangez ni œufs, ni produits laitiers, ni viande, ni poisson, si vous n'êtes pas donc, aussi extrême dans les choses que vous ne mangez pas, ça va se faire. La complémentation va se faire. Il n'y aura pas de carence en protéines comme ça. D'ailleurs, les végétariens en France ne sont pas carencés en protéines en général. Ces aliments-là, c'est des aliments, donc que ce soit les sources de protéines végétales ou que ce soit les sources de protéines animales, ce sont des aliments qu'on va consommer tous les jours, en général. Et on va avoir 1 à 2 sources par jour de protéines animales, selon les habitudes personnelles. Alors, les dernières recommandations, c'est plutôt 1 source de protéines animales par jour et 1 source de protéines végétales par jour, enfin, une complémentation par jour. Mais on peut faire 2 sources, ça va dépendre. Alors, les quantités, elles sont personnelles. Quelqu'un me pose la question des quantités. Oui, le lait, à partir du moment où il y a du lait, ce sera complet dans tous les cas. Les quantités de protéines, elles sont liées à chaque personne, parce que selon votre poids, votre taille et votre âge, vous n'avez pas les mêmes besoins en protéines. Et ça, je ne peux pas les calculer pour chacun. Mais bon, globalement, il faut se dire qu'il nous faut à peu près une part de viande, poisson, œuf qui fait entre 100 et 150 grammes par jour. C'est la moyenne. Et ensuite, vous pouvez avoir une assiette avec des pâtes le midi et puis le soir, avoir pareil, l'équivalent de 7-8 cuillères à soupe sur la journée de légumineuses, mais même 5-6 cuillères à soupe, ça va dépendre de votre poids, de votre taille. C'est compliqué en fait de donner des quantités précises. C'est vraiment une question de façon de fonctionner en fait. Il y a des gens par exemple qui vont se faire un petit steak le midi, qui sera un steak de 100 grammes par exemple le midi, puis le soir ils se font un œuf dur dans une salade. Bah, ils ont mangé 150 grammes d'apport de protéines animales dans la journée, c'est cohérent, ça marche très bien. Ce qui est embêtant, c'est que plus j'avance en âge, moi j'ai trop envie de manger de la viande en général, du poisson, ça diminue mon envie au fur et à mesure du temps. J'ai moins de plaisir à manger ça et pourtant j'ai besoin, plus le temps avance et plus j'ai besoin d'avoir ces apports-là. Donc c'est important d'essayer de les conserver, au moins une vraie portion de viande ou de poisson ou d'œuf, si j'en consomme bien sûr, par jour, plutôt le midi. C'est intéressant le midi. Toutes les céréales et toutes les légumineuses, c'est des choses qu'on va consommer à longueur de journée. Hein. De toute façon, ça fait partie vraiment de notre équilibre alimentaire classique. Donc, je ne vais pas forcément appuyer dessus. Je vais juste faire en sorte d'avoir des légumineuses régulièrement dans mon alimentation parce qu'elles, on les consomme moins souvent. Les légumineuses, donc c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots. Ces aliments-là, c'est souvent des aliments, on a un peu la flemme de les préparer parce que c'est long de les préparer. Alors, bon, pas les lentilles, ça va relativement vite, mais tous les autres, il faut les faire tremper, il faut enlever la peau, c'est un peu long à cuire, c'est pas toujours très pratique à utiliser. Acheter des conserves. Alors, pour une fois, on vous a simplifié la vie. Il n'y a rien à faire, c'est déjà cuit. Ils ont juste mis un peu de sel dedans. Vous pouvez la rincer si jamais ça vous pose problème d'avoir un peu trop de sel. Mais bon, souvent, ce n'est pas des doses très, très importantes. Simplifiez-vous la vie. Utilisez les conserves, c'est super bien pour ça. Est-ce que le houmous convient? Oui, le houmous, c'est à base de pois chiches, donc oui, dans tous les cas. Une alternative. On n'est pas obligé de manger des légumes secs comme ça, Comme ça. sans aucune préparation. Ouais, carrément, on n'est pas obligé de les manger avec de la difficulté, en fait. C'est des choses, même le surgelé, vous avez raison, tout est quasiment précuit, tout est très pratique à utiliser. Alors, autant j'aime pas le précuit dans les pâtes, dans le riz, autant pour les légumineuses, ça ne me pose aucun problème parce qu'effectivement, faire cuire des pois chiches, si vous n'avez pas de cocotte minute, ça peut prendre jusqu'à 3 heures parfois. Donc, voilà, si elles ne sont pas bien trempées et tout. Et oui, c'est sûr qu'on n'a pas tous le temps de prévoir 3 heures de cuisson pour quelque chose. Donc, utiliser des choses qui sont déjà prêtes, ça va vraiment vous simplifier la vie. Le houmous, c'est génial. Mais vous pouvez faire du houmous avec n'importe quelle source de. Enfin, ça marche avec les haricots, les flageolets, ça marche avec plein de trucs. Hein. C'est très, très facile à faire. Vous pouvez aussi les utiliser en soupe.
Les lentilles, ça fait des super soupes. Les pois cassés, ça fait des super soupes aussi. C'est des choses qui sont faciles à utiliser. Ça donne un côté très onctueux à votre soupe. Vous pouvez les utiliser en salade. On est encore à une époque où on est un peu moins chaud, mais il fait quand même encore un peu chaud. On peut manger des salades. Ça se conserve bien. C'est des apports qui sont ultra intéressants parce que c'est riche en protéines, mais c'est aussi riche en fer. C'est aussi bon en glucides parce que c'est des glucides qui sont très lents à être digérés. Enfin, c'est vraiment, franchement, s'il doit y avoir des super aliments, vous savez que moi, je suis pas très super aliment. En général, je dis que c'est de la poudre aux yeux quand on vous vend des super aliments. Pour moi, ça, ce sont vraiment des super aliments. C'est des aliments qui ont tout pour eux. Et d'ailleurs, historiquement, on a toujours consommé ces aliments-là. Et ils sont non seulement bons pour la terre, en général, quand on fait pousser ces aliments-là sur la terre, ça ne la vide pas de son énergie. Et ils sont bons pour nous parce qu'ils nous apportent plein de trucs hyper intéressants. C'est 2 fois par semaine minimum, les légumineuses. Ensuite, après, ça va être en fonction de vos capacités de digestion. Moi, par exemple, mon intestin, il n'est pas très sympa. Si je fais 3 fois dans la semaine, il y a moyen qu'il ne trouve pas ça chouette. Mais il y a des intestins plus sympas où vous pouvez en manger tous les 2 jours sans aucun problème. Et ça, vous pouvez y aller, c'est super chouette. C'est vraiment des super aliments. Les graines, ce n'est pas exactement la même chose. Vous parlez de graines de chia, les graines de courge, toutes ces graines-là, ce n'est pas vraiment des légumineuses. Pour le coup, ça va être vraiment donc, des graines qui vont apporter plutôt des matières grasses. Ça apporte très peu de fibres, alors que moi, mes légumineuses apportent beaucoup de fibres. Ça n'apporte pas de glucides. Ça ne nourrit pas réellement ces aliments-là. Les graines de chia, les graines de lin, si vous voulez. Tout ça, c'est des aliments qui ne nourrissent pas énormément. Et les amandes, c'est pareil, ce ne sont pas des légumineuses. On va en reparler des amandes à un autre moment, si vous voulez, mais les amandes, c'est pareil, c'est plutôt comme des graines. C'est ce qu'on appelle des oléagineux. Ce sont des aliments qui vont apporter beaucoup de graisses, des bonnes graisses, mais majoritairement des graisses. Les amandes, c'est aussi un aliment intéressant pour le calcium, par exemple. Mais ce n'est pas eux qui nous apportent autant de fer, autant de glucides. Voilà. Ça n'apporte pas de glucides, ça apporte assez peu de fer, les amandes. Ça apporte surtout beaucoup de graisse. Alors que toutes mes légumineuses, c'est plutôt du fer, beaucoup de protéines végétales, beaucoup de fibres et des glucides intéressants. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes apports et ce n'est pas exactement les mêmes besoins. Voilà pour les sources de protéines. Je pense que vous avez saisi le principe, c'est d'avoir un peu de chaque. De toute façon, les protéines végétales, on en a tout le temps dans notre alimentation. La question, c'est de rajouter un petit peu ces aliments qu'on utilise un peu moins souvent, ces légumineuses-là qui sont importantes. Voilà, vous savez tout, pour les protéines en tout cas. Sur la question du besoin alimentaire qui diminue. Alors oui, on a besoin de moins manger lorsqu'on se retrouve en post-ménopause et surtout en hormonothérapie, du coup, c'est aussi vrai. On a besoin de moins manger en quantité. C'est-à-dire que, est-ce que je peux vous dire combien de moins vous devriez manger? Ben non, j'en sais rien. Vous avez bien compris que tout est très personnalisé dans les besoins alimentaires et que je ne sais pas vous dire si vous devez manger 200 calories de moins ou pas, ou 500. J'en sais rien en fait, ça dépend des gens. Toujours est-il qu'il va peut-être falloir être attentif à plusieurs choses pour pouvoir vous réadapter. La première chose, c'est celle qui vous entend bien, ce sont vos sensations alimentaires. Pour les gens qui ont un poids qui est stable ou qui ont un poids qui se maintient relativement bien sur les années, en général, c'est parce que vous êtes assez attentif à vos sensations et à vos besoins alimentaires. Vous allez avoir faim, vous allez manger, vous n'avez plus faim, vous allez vous arrêter. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a des gens pour qui c'est compliqué ça. Vous allez avoir aussi d'autres choses vous avez cette capacité à avoir l'impression d'avoir un peu trop mangé un jour et du coup de manger un peu plus léger le lendemain. Mais ce n'est pas que vous choisissez, en fait, c'est que ça se fait naturellement. C'est-à-dire que comme vous avez mangé quelque chose de très calorique à un repas, souvent le repas d'après, vous n'aurez pas envie de manger beaucoup. Et ça va s'équilibrer naturellement. Ça, c'est génial. Quand on est comme ça, eh ben, c'est un moment auquel il va falloir vraiment prêter attention à ces sensations-là et s'écouter. C'est-à-dire se dire, ah ben tiens, là j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment envie. Ne pas se forcer. Je vais faire peut-être dresser des cheveux. On n'est pas obligé de manger si on n'a pas faim. En fait, il n'y a pas d'obligation d'avoir absolument 3 repas par jour le jour où on n'a pas faim. Il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup le soir. Il y a des gens qui font de tout petits repas le soir parce que ça leur va bien comme ça et qu'ils se sentent bien. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas, attention, c'est parce qu'eux, ils se sentent bien comme ça. Ça n'est pas obligatoire de manger lorsque l'on n'a pas faim. Par contre, si l'on a faim et que l'on s'empêche de manger, ce n'est pas exactement la même histoire. Mais en tout cas, pour les gens qui s'écoutent bien, eh ben, il va falloir vous écouter encore mieux. Pour ceux qui ne s'écoutent pas bien, peut-être le premier pas, c'est d'apprendre à s'écouter un petit peu.
Ça peut vous aider aussi à essayer d'encadrer un petit peu vos besoins. Et puis, le deuxième pas, ça va être de remettre en question ses habitudes. J'ai des habitudes alimentaires. Et ça, que je le veuille ou non, la taille de mon assiette, elle est souvent la même. Je vais avoir envie de revoir dans mon assiette les mêmes quantités. Et ça, c'est mon cerveau qui l'implique. C'est-à-dire que s'il voit dans l'assiette les quantités qui lui correspondent, il est d'accord, c'est bon, on peut manger, on aura assez mangé. Par contre, si on lui diminue les quantités, il va très vite dire « Oh là là, je ne vais pas avoir assez ». Même si peut-être qu'il aura assez, hein, mais ça le stresse en fait, parce qu'il ne voit pas ce qu'il a l'habitude de voir. C'est important, du coup, de peut-être revoir ses habitudes alimentaires et de se re-questionner sur son besoin alimentaire. Peut-être changer sa vaisselle. Attention, on a souvent des assiettes qui font cette taille-là, hein, surtout si on va chez un célèbre vendeur suédois les acheter. Ce pas les meilleures des assiettes. Elles sont très belles lorsqu'on va dans des restos gastro parce qu'à l'intérieur, ils font des super beaux dessins avec 3 lignes de sauce et très peu à manger. Nous, en général, on ne met pas 3 lignes de sauce et très peu à manger à la maison. On va avoir tendance à les remplir. Et du coup, c'est peut-être le bon moment pour avoir des assiettes un peu plus petites. Peut-être récupérer les assiettes de vos grands-parents qui avaient des assiettes beaucoup plus petites, qui étaient beaucoup plus adaptées à nos besoins alimentaires. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut remettre en question sur nos habitudes, en fait. Tiens, d'habitude, je fais tant de mon paquet de pâtes quand je me les fais pour moi. Est-ce que j'ai toujours autant besoin d'en manger? Si j'ai augmenté mon activité physique, peut-être que c'est très bien, je peux rester sur les mêmes quantités. Par contre, si je n'ai pas augmenté mon activité physique, peut-être que les quantités que j'ai, elles ne sont pas complètement adaptées aujourd'hui. Donc, il faut suivre, il faut s'écouter, il faut voilà, suivre vraiment notre évolution au fur et à mesure du temps, continuer à essayer de faire attention à ce que je fais, continuer à porter de l'attention à notre alimentation, à porter de l'attention à ce qu'on est en train de faire pendant qu'on est en train de manger. J'évite de regarder la télé pendant que je mange, par exemple. J'évite de ne pas prendre ma demi-heure au bureau et de manger devant mon ordinateur, ça aussi, ça n'aide pas. C'est plein de petites choses comme ça qui sont importantes parce que l'attention que l'on porte pendant que l'on mange nous aide à avoir une vraie attention sur nos sensations alimentaires. C'est un vrai sésame de se dire, lorsqu'on a des difficultés avec son poids, c'est un vrai sésame de se dire qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'ai un système de régulation qui peut m'aider à me réguler toute seule, sans avoir besoin de me donner des interdits et des obligations. Pour ça, il faut y travailler aussi. Ça demande quand même un travail. Mais ce sésame, il est à l'intérieur de soi. Et si on crée un espace positif autour de l'alimentation, on peut peut-être améliorer cette difficulté. Donc, le fait que mon besoin alimentaire baisse, je peux me réadapter à ça. Mais pour ça, il faut que je prête de l'attention à ce que je fais. Ces habitudes, elles ne sont pas toujours bonnes. Et on est des êtres d'habitude, les humains, c'est comme ça. Mais il faut les remettre en question un petit peu parfois pour pouvoir se rééquilibrer sur ses besoins alimentaires. Sur la hausse de fabrication des graisses dans mon corps, malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Il y a 2 petites choses qui vont vous aider. Ça va être de vérifier que votre alimentation est bien riche en protéines et vous apporte ce dont vous avez besoin, qu'elle n'est pas trop riche en glucides, surtout en glucides rapides, c'est-à-dire en sucre rapide, parce qu'ils ont tendance à nous faire du gras plus facilement que les autres. La question, ce n'est pas d'en manger pas du tout, mais la question, c'est d'avoir une quantité adaptée. Je vous explique. Normalement, les recommandations, c'est entre 5 et 10%. C'est plutôt autour de 5% de sucre rapide de tout ce que je mange dans ma journée, alors de tous mes besoins alimentaires sur ma journée. Donc, je ne peux pas vous dire combien vous avez chacun besoin, mais imaginons que j'ai besoin de 2500 calories par jour. Il n'y a que 5% en sucre rapide normalement dans ces 2500 calories. Si je prends un corps moyen, on va dire que globalement, ça revient à faire à peu près 70-80 grammes de sucre rapide dans la journée pour une femme, par exemple. J'aime bien vous faire cet exemple parce que ça vous fait peur à chaque fois. Si je mange 3 fruits dans ma journée, ce sont les recommandations, hein. J'en mange un au petit déjeuner, un le repas du midi, un le repas du soir. J'ai déjà 45 grammes de sucre. Donc, sur mes 70-80 grammes de sucre, on est déjà bien avancé. Si je mets un sucre dans mon café, que je bois 3 cafés, 45, 50, on est à 60 grammes de sucre dans ma journée. Il ne reste pas grand-chose, hein. Sachant que si je mange ce gâteau au chocolat qui me fait de l'œil à midi dans la vitrine du pâtissier, je vais me rajouter à peu près 60 grammes de sucre. Mince, ça ne marche pas avec le gâteau au chocolat. Il va falloir que je fasse autrement. C'est important de se rendre compte de ça. Ces apports de sucre rapide, moi je ne suis pas du tout contre le sucre, hein. Je vais être le dernier à être contre le sucre. Mais ces apports de sucre rapide, c'est des apports qui vont être extrêmement rapides. On va se rendre compte qu'en fait, avec peu, on a très vite beaucoup d'apports de sucre rapide. Et donc, la question aujourd'hui, ce n'est pas de s'interdire de manger des choses qui emmènent du sucre, mais c'est d'avoir un bon équilibre dans la journée. Je peux manger
le gâteau qu'il y a dans la vitrine. Mais ce jour-là, c'est un jour où je ne mangerai pas de fruits au repas, par exemple, et puis que je ne mangerai pas d'autres sources de sucre rapide sur les autres repas. Parce qu'en fait, j'aurais déjà eu ma source de sucre rapide sur ce repas-là, ou en tout cas avec cet aliment-là. Peut-être que quand je fais des gâteaux, je peux apprendre à diminuer la quantité de sucre qui est à l'intérieur. Ça peut jouer. Peut-être que au lieu d'avoir une boîte de gâteaux cachée dans mon bureau quand j'ai faim, je peux avoir un sac d'amandes, par exemple. On parlait des amandes tout à l'heure. Ce sont des bons aliments qui vont apporter très peu de sucre, surtout beaucoup de graisse, qui vont donc me caler beaucoup plus facilement et m'apporter plus de choses intéressantes qu'un paquet de gâteaux. Alors, le pain, ce n'est pas du sucre rapide. Le pain, c'est un sucre plutôt lent, même si c'est un sucre lent un peu rapide, mais le pain, ça reste plutôt un sucre lent. Les sources de sucre lent sont elles sont même plutôt capitales pour notre corps. 50% de ce qu'on doit manger dans la journée, c'est des sucres. Donc, si on enlève 5% de sucre rapide, il nous reste 45% de sucre lent. On a besoin d'avoir des apports de sucre lent à chaque repas. Ça, c'est la base. On ne peut pas revenir dessus. C'est notre carburant premier. C'est comme si vous vouliez aller à Paris en mettant 5 € d'essence dans votre voiture. Vous ne ferez pas Bordeaux-Paris avec 5 € d'essence. Et ben, c'est la même chose avec les féculents. Si vous ne mangez pas de féculents à chaque repas, vous n'irez pas bien loin dans votre journée. Alors, si vous pouvez, mais c'est votre corps qui va en subir les conséquences. Et il y a plein de choses plutôt néfastes qui se passent lorsqu'on enlève les féculents, même si ça ne se voit pas et qu'on a l'impression que c'est plutôt positif. C'est assez négatif pour votre corps, en fait. Donc, les sucres lents, c'est vraiment capital. Mais les sucres rapides sont un peu moins importants, en tout cas en quantité. Donc, je vais faire attention à ma consommation de sucre rapide, justement pour éviter d'avoir potentiellement une prise de poids un peu plus importante et une fabrication de graisse. Alors, ouais, sur l'hormono, oui, ça peut augmenter le cholestérol. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire attention à sa quantité de cholestérol? Alors, globalement, aujourd'hui, les recommandations pour vous aider à maîtriser votre quantité de cholestérol, elles sont limitées. C'est-à-dire qu'on sait que sur le cholestérol, on n'a pas énormément de possibilités pour faire baisser le mauvais cholestérol avec l'alimentation. Par contre, on a des possibilités pour aider à faire monter le bon cholestérol qui est protecteur. Le bon cholestérol, souvent, quand votre médecin regarde vos analyses, il vous dit, si vous avez du bon cholestérol, il va vous dire, ouais, le cholestérol est un peu haut, mais c'est bon, je suis rassurée, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas assez de bon cholestérol, là, il va être un petit peu plus inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le cholestérol? Il y a plusieurs choses sur lesquelles on va jouer. Alors, on va faire attention à la consommation de charcuterie. Et ça, vous en doutez, je ne sors pas du chapeau, on l'a toujours entendu. Les recommandations aujourd'hui de consommation de charcuterie, c'est 150 grammes maximum par semaine. Et 150 grammes de charcuterie, c'est beaucoup, sachant que le jambon blanc ne fait pas partie de la charcuterie. Donc, c'est tout le reste, c'est-à-dire le jambon, le saucisson, le pâté, tout ça, c'est les choses maximum 150 grammes par semaine. Dans une hygiène de vie classique, c'est rare qu'on y soit beaucoup plus, mais après, il y a des gens qui sont fans de charcuterie et qui mangent à chaque repas. Donc, il faut peut-être y faire attention. À quoi il faut faire attention d'autre? À la viande rouge. La viande rouge, c'est le bœuf, l'agneau, le mouton, on va dire certains morceaux du canard, qui peuvent être gras aussi, mais bon, c'est pas les plus, et le veau qui est moite-moite. Ça dépend des morceaux du veau aussi. C'est quoi la différence entre la viande rouge et la viande blanche? Pour vous expliquer, ce n'est pas sa couleur, c'est la disposition de la graisse dans la viande. La graisse dans la viande blanche, elle est autour. Donc, on peut l'enlever facilement. C'est-à-dire que si je prends une côte de porc et que la graisse est autour, je vais enlever la graisse autour, je ne suis pas obligée de la manger. Par contre, si je prends une côte de bœuf, par exemple, là, la graisse, elle est dedans. Il y a de la graisse autour que je peux enlever, mais il y a de la graisse dedans. C'est ce qu'on appelle le côté persillé de la viande rouge. C'est ce qui est bon dans la viande rouge, bien sûr, mais c'est ce qui n'est pas bon pour le cholestérol, justement. Donc, la viande rouge, les recommandations, c'est 500 grammes maximum par semaine. Et 500 grammes par semaine, ça commence déjà à faire, c'est entre 3 et 4 morceaux par semaine, ce qui est déjà beaucoup. Beaucoup de gens ne mangent pas forcément autant. On la limite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger du tout, parce qu'elle nous apporte aussi du fer, beaucoup de bonnes protéines, c'est quand même pas inintéressant la viande rouge, mais on la limite en quantité, on essaye de ne pas en avoir trop souvent. Ça, c'est les premières recommandations. Les œufs, alors, pendant très longtemps, c'était complètement interdit de manger des œufs lorsqu'on avait du cholestérol. Ce n'est plus vraiment les recommandations d'aujourd'hui. On est à 5 œufs par semaine dans les recommandations d'aujourd'hui. On sait que le cholestérol de l'œuf, ce n'est pas un cholestérol qui va poser problème au niveau sanguin. Donc, on n'est pas un peu plus embêté.
Euh, Je et rebondis, ouais, pardon, je rebondis sur ce que dit Cindy. Elle dit pas de charcuterie, pas de fromage, il reste que du lapin et du blanc de poulet. Pour dire que justement, Julie ne dit pas de charcuterie, mais elle dit on limite la charcuterie. Je trouve que c'est important parce que du coup, il faut pas non plus être dans une restriction sévère. oui, c'est ce que Euh, je vous disais au début. Vous allez vivre 5 ou 10 ans avec votre hormonothérapie. Si vous êtes en restriction sévère, pendant 5 ou 10 ans, ça va vous paraître très très long. Le jour où vous allez manger du fromage, vous allez manger la moitié du plateau parce que ça fait 10 ans que vous n'avez pas mangé du fromage. Le but du jeu, c'est d'éviter de manger une grosse quantité de fromage tous les jours ou une grosse quantité de charcuterie de façon régulière. Mais vous pouvez vous permettre de manger un petit peu de pâté une fois dans la semaine. Si ça vous fait super plaisir, ben voilà, on n'est pas sur quelque chose d'horrible. Pareil, le fromage, effectivement, ce sont des graisses qui sont plutôt saturées, donc ils pourraient être amener du cholestérol. Malgré tout, il y a des fromages très gras et des fromages moins gras. Tout ce qui est fromage plutôt humide, c'est-à-dire les fromages frais, sont assez peu riches en graisse, même s'il y en a quand même un petit peu à l'intérieur. C'est des fromages sur lesquels on va pouvoir miser lorsqu'on a déjà, voilà, on doit faire attention à son cholestérol. On va plutôt manger des chèvres frais, on va plutôt manger des fromages type Saint-Mauré ou ce genre de choses qui sont plutôt des fromages très humides. Donc, cette humidité va faire diminuer la quantité de graisse. Malgré tout, ce n'est pas inintéressant d'avoir de temps en temps un apport de fromage un peu sec parce qu'il va nous amener beaucoup de calcium qui est quand même intéressant. Donc, c'est toujours la même histoire. On essaye d'équilibrer nos apports et on essaye de faire attention. Une portion de fromage recommandée par jour, c'est 40 grammes. Donc forcément, ça ne fait pas des gros apports. Hein. Quand j'achète 50, quand j'achète, je sais pas, 500 grammes de fromage pour la semaine, ça fait très beaucoup. Je suis censée en manger beaucoup, beaucoup moins que ça. Donc, dans la diététique, c'est toujours la même chose. La question, c'est de pas d'arrêter de manger des aliments, c'est surtout de limiter leur quantité pour faire en sorte de varier beaucoup son alimentation. Donc, on fait attention à cette consommation de fromage. Malgré tout, on peut en consommer une petite quantité régulièrement. C'est pareil pour le beurre. Longtemps, j'ai eu des patients qui me disaient, parce que je travaillais en réadaptation cardiaque, donc on parlait beaucoup de ça. Et les patients disaient, ah là là, le beurre, c'est le diable. Bah oui et non. En fait, un petit morceau de beurre, 10 ou 15 grammes de beurre au petit déjeuner, c'est complètement entendable, même quand on a du cholestérol. Ce qui n'est pas entendable, c'est de faire la cuisine au beurre. Ça, c'est un peu plus compliqué à entendre pour moi, quand on a du cholestérol en tout cas. Et quand bien même, quand on n'en aurait pas, vous savez, les diététiciennes, on n'aime pas qu'on fasse cuire le beurre. Ce qui est moins entendable pour moi aussi, c'est d'avoir des consommations de l'ordre d'une plaquette par personne par semaine, où là, on est beaucoup trop, par exemple. Ce qu'il faut, c'est vraiment une modération en fait, sur ces aliments-là. Donc, on a dit la viande, le poisson. Alors, le poisson ne pose pas de problème au niveau du cholestérol, y compris les poissons gras, qui sont plutôt des vecteurs de bon cholestérol, puisqu'ils vont apporter des oméga-3. Donc, au contraire, on va plutôt miser sur au moins une portion de poisson gras par semaine. Les poissons gras, ça va être tous les poissons qui sont un peu plus rouges. Donc, on va avoir le saumon, on va avoir, je vais vous répondre après, hein, je vais finir ce que je dis d'abord. On va avoir le poisson type saumon, truite. Je pense plutôt sur la truite qu'on produit localement, qui est plus intéressante. Enfin, en tout cas, nous, chez nous, on en produit. On va avoir la sardine, le maquereau, qui sont des tout petits poissons qui sont pas chers, qu'on peut utiliser même en conserve, c'est très bien, et qui sont très intéressants parce que très, très riche en oméga-3. On va avoir le hareng, pour ceux qui aiment ça, et on va avoir l'anguille et d'autres poissons gras. Le thon, alors je n'ai pas parlé du thon de façon réfléchie, parce que souvent les gens me disent le thon c'est gras. Alors oui, le thon des sushis, mais le reste du thon, celui qu'on a en boîte par exemple, ce n'est pas du poisson gras. Donc ça reste un poisson blanc qui n'est pas inintéressant, hein, mais ça ne reste pas un poisson gras. Les œufs, donc je vous ai dit, on y fait attention, mais c'est pas, on peut continuer à en consommer. Et surtout, on va faire attention à avoir des bons apports de bons gras. Donc, ces fameux oméga-3 qu'on a trouvés dans le poisson gras, donc au moins une fois par semaine, le poisson gras, et qu'on va retrouver aussi dans les huiles végétales. Qu'on va retrouver dans les huiles végétales. Alors, il y en a plein qui sont connus pour être plus ou moins très riches en oméga-3. Les plus faciles à utiliser, les plus faciles à trouver, ça va être l'huile de noix ou l'huile de colza. On va les prendre plutôt bio, plutôt première pression à froid, et on va les conserver plutôt au frigo. Parce que les oméga-3 sont des graisses qui sont fragiles et qui n'aiment pas avoir chaud, qui n'aiment pas trop la lumière et qui vont préférer être figées dans le frigo. C'est-à-dire votre huile de noix, elle va durcir un peu au frigo, mais ça va permettre de ne pas faire rancir cet oméga-3 qui est intéressant. Et ces huiles-là, on ne les cuit pas. Peu importe ce qui est écrit sur la bouteille, je m'en fiche.
On ne les cuit pas, on les mange crus. Donc, on les met sur la salade, on les met sur les légumes après la cuisson, mais on ne les cuit pas. Donc, ces oméga-3-là, ils vont faire monter mon taux de bon cholestérol. J'ai rigolé, une fois, j'avais une patiente, elle avait un taux de bon cholestérol, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et en fait, il mangeait 2 à 3 fois par semaine. Hein. C'est un peu trop, mais pas grave. Avec son mari, il mangeait souvent même 3 fois par semaine, des sardines en boîte le soir. Ils s'envoyaient une boîte de sardines chacun tous les soirs, enfin un soir sur 2. Et ils avaient un taux de cholestérol qui était magnifique. Donc, voilà, c'est des bonnes solutions qui veulent permettre vraiment de faire remonter votre bon cholestérol. Le bon cholestérol derrière, lui, il vient et il récupère le mauvais. Donc, c'est vraiment son travail intéressant. Alors, pour répondre à vos questions, oui, j'ai bien dit 40 grammes de fromage par jour. Alors, vous pouvez le supprimer, Sylvie, votre fromage, et vous verrez si ça a un impact sur votre cholestérol, mais il y en a rarement, en fait. Donc, vous verrez, 40 grammes de fromage par semaine, ça ne change rien sur votre cholestérol en général. Malgré tout, si c'est votre médecin qui vous le recommande, je vous laisse faire l'expérience et vous verrez au fur et à mesure. Peut-être rediscuter avec votre médecin de ça. C'est les dernières recommandations. Tout le monde ne s'est pas toujours mis à jour au niveau de la nutrition. Nous, on a une science, malheureusement, qui se remet à jour constamment. Donc, pendant très longtemps, on a beaucoup tapé sur les graisses. En ce moment, on ne tape pas trop sur les graisses, on tape plutôt sur le sucre. Il y avait une question avec quid des aliments à IG bas. Alors, ça n'a absolument aucun rapport, l'index glycémique des aliments et le cholestérol. L'index glycémique des aliments, c'est de la rapidité avec laquelle on va digérer le sucre de ces aliments. Et le cholestérol a plutôt rapport avec les graisses que l'on va consommer dans notre alimentation. Donc, l'IGBA, c'est une alimentation très intéressante, mais qui va être plutôt intéressante pour la prévention du diabète, par exemple, ou pour la prévention de la prise de poids, d'une prise de poids importante, plutôt que pour cette question de cholestérol. Est-ce qu'on peut se supplémenter en oméga-3? Alors, moi, je ne suis pas une grande fan des supplémentations. Je ne vends pas trop de compléments alimentaires qui sont d'ailleurs plutôt déconseillés, les compléments alimentaires en général. Parlez-en avec votre médecin. Si vraiment vous avez une grosse carence d'oméga-3, vous pouvez vous supplémenter en oméga-3. Malgré tout, il faut que ce soit des bonnes sources d'oméga-3 qui soient vraiment intéressantes. Il ne faut pas prendre n'importe laquelle. Ça peut être un peu cher à acheter. Il faut vraiment la consommer avec des matières grasses parce qu'il faut que ça rentre dans votre corps avec de la matière grasse. Donc, voilà, discutez-en soit avec une de mes collègues ou discutez-en avec votre médecin et choisissez pas. Voilà, qu'on vous conseille des choses qui sont de bonne qualité parce que sinon, ça ne servira à rien. Et du coup, ça répond un petit peu à ce que demande Ouais. Tara. Est-ce que ça vaut le coup peut-être de faire une consultation avec une diététicienne, un diététicien ou une diététicienne? Ouais. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais quand même. Un petit peu. Quand même un petit peu. La nutrition, c'est une vraie science. Alors, tout le monde mange, donc tout le monde est persuadé de savoir beaucoup de choses sur la nutrition. Malgré tout, c'est une science qui est constamment en mouvement. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une science, on se remet à jour tout le temps, en fait. Nous, on passe notre vie à faire des formations. On fait 4-5 formations par an pour pouvoir être à jour de ce qui se passe dans les études au niveau de la nutrition. N'hésitez pas à aller voir un de mes collègues, une de mes collègues. Peut-être dans les endroits où vous êtes suivis pour votre cancer, il y a des diététiciens à disposition que vous pouvez demander à rencontrer. En libéral, il existe plein de mes collègues qui peuvent vous recevoir. Et aussi dans les associations comme Rose-Up. Moi, par exemple, je fais des animations à la Maison Rose. Enfin, voilà. Si vous voulez consulter pour avoir vraiment une personnalisation de vos trucs, oui, il faut consulter soit à l'hôpital ou en clinique, soit avec une de mes collègues en libéral. Oui, j'y viens à cette question des aliments oestrogènes. Ça, c'est effectivement, ce sont les dernières recommandations que je vais vous donner sur cette question de l'hormonothérapie. Alors, ouais, huile noix et colza, l'huile d'olive, elle est intéressante, mais elle n'apporte pas d'oméga-3. Okay. Donc, vous pouvez continuer à l'utiliser, vous pouvez la cuire si vous voulez, mais elle n'apporte pas d'oméga-3. Il faut avoir noix et colza en plus si c'est possible. Ou noix ou colza d'ailleurs. Alors, les aliments œstrogènes-like, comme nous dit Christelle, c'est principalement le soja. On vous a recommandé en général la personne, votre oncologue, votre gynéco, je ne sais pas qui vous donne l'hormonothérapie, ça dépend de qui vous suit, vous a recommandé de ne pas consommer de soja. C'est la première des choses. Effectivement, il faut éviter de consommer du soja qui est riche en oestrogènes et en phytoœstrogènes. Ce sont les recommandations qu'on a en France.
Ensuite, pour les produits laitiers, alors je suis désolée, mais moi je n'ai aucune étude qui me dit qu'il faut arrêter de prendre des produits laitiers lorsque l'on a une hormonothérapie. Vous pouvez aller regarder les infos là où je les prends sur le réseau NACRE, qui s'écrit comme la NACRE. C'est quelque chose qui est disponible pour le grand public. Vous pouvez aller sur le site internet. Aujourd'hui, je n'ai pas d'études qui tendent à me donner la raison de vous dire d'arrêter de consommer des produits laitiers. C'est plutôt l'inverse, ils ont plutôt bonne presse au niveau de la prévention des cancers. Donc, il n'y a pas trop de raisons. Malgré tout, voilà, merci Jérémy. Malgré tout, ce sont des choix personnels. Vous mangez comme vous en avez envie. Vous pouvez essayer de diminuer les produits laitiers. Vous pouvez essayer de ne pas en consommer, de ne consommer que des produits laitiers de source de brebis ou de chèvre, pas de vache, par exemple. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui peuvent faire ça. Vous pouvez ne consommer que des produits laitiers végétaux, qui sont des ersatz de produits laitiers. Pas vraiment exactement les mêmes apports, mais ils tendent à s'y rapprocher. Il n'y a aucun problème avec ça. Un des effets secondaires qu'on connaît de l'hormonothérapie, c'est des douleurs articulaires. Et on sait que certains patients, lorsqu'ils arrêtent de consommer certains produits laitiers, voire tous les produits laitiers, se sentent mieux au niveau de leur douleur articulaire. Il n'y a rien d'interdit dans la nutrition. Ce qui est faux, ce qui est important, c'est de se dire, je dois tester les choses. Si je teste et que ça change trop mes habitudes alimentaires, que c'est trop difficile pour moi, en fait, il n'y a pas de raison, je vais y perdre. Parce que peut-être que ça ne va pas m'apporter le bien dont j'ai besoin. Par contre, si je teste que, en fait, finalement, je mangeais quasiment jamais de lait et qu'en fait, finalement, je fais bien sans et ça me va bien comme ça et qu'en plus, j'ai moins mal, ma foi, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je ne vous dirai pas qu'il faut absolument le faire, mais tout se teste et on peut essayer plein de choses. On sait que ce qui est plutôt pro-inflammatoire dans le corps, ça va être les produits laitiers et ça va être la viande en grande quantité aussi. Il va falloir avoir une alimentation très riche en végétaux, plutôt légumes, plutôt fruits, plutôt des choses fraîches. Donc voilà, tout ça, c'est quand même des choses qui sont positives pour le corps en général. Malgré tout, à vous de tester. Ça, ce sont des recommandations basiques. Je fais attention à avoir le plus de végétaux possible dans mon alimentation, puisque c'est ce qu'il nous faut, hein, on est des omnivores. Je fais attention à consommer peu de viande rouge, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je fais attention à consommer des choses intéressantes, à limiter les fast-foods, à limiter les boissons sucrées, voire à même pas en consommer du tout. Les yaourts, soja seul, ça reste des yaourts au soja. Vous avez des yaourts pas au soja en alimentation, si vous ne voulez pas manger de produits laitiers animaux, vous avez d'autres produits laitiers végétaux. Vous avez à l'amande, à la noix de coco. Enfin, il existe plein d'autres possibilités sans que vous alliez vers le soja. Il faut quand même vérifier, pardon, je Ouais. me permets, parce que souvent, c'est mis en avant que c'est des yaourts coco, par exemple, mais qu'il y a souvent une base Avec du soja. lisez les étiquettes, quoi. Ouais, il faut toujours lire les étiquettes quand on achète quelque chose. Oui, il y a des hormones dans le lait, mais en fait, ce pas des hormones qui sont pour nous. Donc, en fait, elles sont… Enfin, je vous dis, moi, je n'ai pas de recommandation de vous faire arrêter le lait absolument. Et le bio, est-ce qu'il est plus sûr que le reste? Enfin, ça reste des hormones. Enfin, que ce soit bio ou pas bio, il y aura quand même des hormones. Je ne crois pas que dans le conventionnel, on fasse des injections d'hormones dans le lait directement. Donc, voilà, ça vous appartient. En tout cas, ça ne fait pas partie des recommandations que moi, je peux partager avec vous, parce que ce ne sont pas les recommandations aujourd'hui au niveau des connaissances scientifiques sur le lien entre le cancer et le lait. Je n'ai pas de recommandation d'arrêt de consommation à vous donner. Malgré tout, encore une fois, ça vous appartient, vous mettez ce qui vous plaît dans votre bouche et vous avez le droit d'essayer les choses. Et ça n'est pas interdit. N'oubliez pas ce que est censé nous apporter les produits laitiers, notre principale source de calcium en général, puis ça nous apporte aussi des protéines dont je parlais tout à l'heure. Si vous ne les consommez plus, essayez de varier vos sources de calcium. Qu'est-ce qui nous apporte du calcium en dehors des produits laitiers? Les fruits et les légumes, une deuxième source de calcium dans notre alimentation. Vous pouvez augmenter votre consommation de certaines eaux minérales qui peuvent apporter beaucoup de calcium. Par exemple, la Contrex apporte beaucoup de calcium. Vous pouvez aussi augmenter votre consommation d'amandes, on en a parlé tout à l'heure. Les amandes ou les autres oléagineux, mais particulièrement les amandes, sont riches en calcium. Donc les dernières recommandations, c'est 1 par jour, poignée d'oléagineux. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mettre facilement en place. Et oui, le calcium est important avec l'hormonothérapie. Et il est important dès qu'on est ménopausé, hein, chez les femmes de toute façon. Alors, au niveau des épices, il n'y a rien qui est interdit. Ce qui est interdit, ce sont les compléments alimentaires à base de curcuma, par exemple. Parce que, ou à base de bêta-carotène, ou à base de plein de choses différentes. Ce n'est pas interdit, mais
on y fait attention. Parce que on va dire que les effets de ces compléments alimentaires sont démultipliés parce que c'est des quantités extrêmement importantes, bien plus importantes que ce que vous pourriez manger. Au niveau des épices, il n'y a pas d'interdiction. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. J'ai pas eu de son de cloche. Tu as déjà entendu parler de ça, toi, Benjamin? Alors non, pas de la part de professionnels, mais je sais que c'est des inquiétudes que j'entends souvent effectivement auprès des femmes de certaines épices. Effectivement, le curcuma, je l'avais déjà lu. Tout à Oui, l'heure, mais Barca parlait aussi du fenugrec. ouais. Ouais, Voilà, vous pouvez. donc En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est les compléments alimentaires qui mettent des doses qui ne sont jamais des doses de consommation. C'est-à-dire que quand vous mangez un complément alimentaire à la curcumine, c'est comme si vous aviez mangé 1,5 kg de curcuma. Mais donc, on n'en est pas à manger 1,5 kg de curcuma, alors qu'on quoi. peut mettre une cuillère à café de curcuma dans Vous un pouvez plat une fois dans la complètement semaine. mettre une cuillère à café de curcuma dans un plat que vous allez partager. Vous pouvez complètement mettre un peu de fenugrec. Vous mangez un fromage avec du fenugrec. Vous pouvez complètement utiliser du gingembre dans votre alimentation. La question, ce n'est pas de démultiplier ces quantités pour avoir des actifs très forts. Et c'est ce qu'ils font dans les compléments alimentaires. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Le principe, c'est surtout d'éviter le plus d'interdictions possible. Donc, à part le soja, qui est vraiment une interdiction forte que l'on retrouve aujourd'hui, et qui est en plus une interdiction qui est plus à viser des gens qui en consomment énormément qu'à viser des gens qui en consommeraient une fois tous les 6 mois. Si c'est pour… voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins riches en plus dans les principes actifs de soja parce qu'il y a plusieurs formes de soja différentes. Voilà, si une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, vous allez manger des sushis parce que ça vous fait plaisir et que vous mangez un peu de sauce soja, voilà, tout va bien. Okay. Par contre, si vous êtes végétarien ou végétarien ou végétalien et que vous avez l'habitude de consommer plein d'aliments à base de soja, ben là, il va falloir revoir votre alimentation, effectivement. Alors, je n'ai pas donné les recos de produits laitiers par jour. Les dernières recos, c'est 2 par jour. Donc, c'est le fromage, on l'a dit tout à l'heure, 40 grammes par jour, ou 30 à 40 grammes par jour, et un yaourt ou un fromage blanc, ou ce genre de choses. Alors oui, les perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques, mais pas que dans les produits cosmétiques. Ils sont aussi dans tout ce qui nous sert pour faire le ménage, ils sont aussi dans plein de nos meubles parce qu'on fait des meubles avec autre chose que du bois, enfin ils sont dans plein de choses en fait, ils sont partout autour de nous. Malheureusement, c'est l'évolution de notre société qui est comme ça, il faut essayer de faire au mieux pour soi. Essayer de faire le mieux au niveau alimentaire, c'est déjà pas mal. Le mieux au niveau peut-être de diminuer l'utilisation des cosmétiques. Pas besoin de beaucoup en tout cas. Et peut-être le mieux dans l'utilisation des produits ménagers aussi. Vous savez qu'avec des choses simples, on peut faire déjà beaucoup de choses intéressantes. Mais ça, c'est toujours vrai pour tout. Donc, il y en a partout, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. On a une autre question d'Annabelle qui demande est-il bénéfique de faire un régime plus restrictif au début de l'hormonothérapie pour éviter la prise de poids? Elle donne sa visée personnelle qui est qu'elle a démarré il y a 1 mois et qu'elle a déjà pris 2 kilos sans faire d'excès. Et oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, votre besoin alimentaire a diminué. Donc, vous n'avez pas l'impression de faire des excès, mais vous allez prendre plus facilement du poids. Mettez-vous à faire du sport absolument. Vraiment, je vous déconseille toujours les régimes drastiques parce que c'est une spirale infernale. C'est-à-dire que mon besoin alimentaire est là, je fais un régime drastique, il sera là. Donc, quand je vais recommencer à manger comme avant, en fait, je mangerai trop. Donc, je vais reprendre du poids et je vais en prendre un peu plus. Hein. C'est ce qui se passe avec tous les régimes, c'est le principe. Et si je dois encore reprendre du poids, je vais faire un régime restrictif encore plus bas. Et en fait, à la fin, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent plus rien manger parce que c'est plus possible. Essayez de peut-être vous faire aider, d'aller voir une collègue, peut-être c'est le bon moment. Et il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé, mais je suis désolée, je vais être obligée de vous le dire. On ne choisit pas son poids. On fera le poids qu'on fera. Et parfois, lutter contre quelques kilos, c'est une peine perdue pour peut-être quelques kilos qui vont s'installer. Alors, c'est hyper difficile à entendre. Et en plus, dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on entend. Malgré tout, à un certain âge, une femme, et passer la ménopause, c'est assez vrai, ça devient très difficile de lutter contre ces 2, 3, 5 kilos qui peuvent nous embêter parfois. Et pourtant, peut-être que si j'allais dans l'autre sens et que je suivais le courant, ces 2, 3, 5 kilos, ils se stabiliseraient. Et qu'en fait, ce ne serait peut-être pas le poids exactement que j'avais avant, mais en fait, je serais bien comme ça et tout ira bien. Alors que si je passais ma vie à lutter contre le courant pour perdre ces 2, 3, 5 kilos, ce n'est pas forcément le moment parfait. On vieillit. Et quand on vieillit, notre corps aussi vieillit. Et il n'a pas les mêmes… Enfin,
vous vous doutez bien qu'à 40 ans, on ne fait pas le même poids qu'à 20. Et ben, vous vous doutez bien qu'à 60, on ne fera peut-être pas le même poids qu'à 40. Et en fait, malheureusement, c'est une évolution normale de la vie d'une femme. Et oui, notre poids, il va varier aussi. Et ça, c'est important de l'entendre. Alors, Oui. je pense qu'il y a plusieurs femmes, si vous écoutez sur les réseaux sociaux, je ne suis pas la seule à le dire. Je pense que vous allez retrouver plusieurs femmes et plusieurs autres professionnels de santé qui pourront vous l'expliquer aussi. Pour nous, professionnels de santé, ce qui nous importe, ce n'est pas que vous ayez un poids parfait, c'est que vous ayez un poids stable. Ça, c'est difficile de vous le faire comprendre, mais je préfère quelqu'un qui fasse 5 kilos de trop, mais que son poids ne bouge pas, que quelqu'un qui fasse pas 5 kilos de trop, mais qui passe sa vie à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Parce qu'en fait, votre corps, vous le fatiguez 100 fois plus à monter et descendre qu'à avoir 5 kilos de trop. C'est quand même hyper, hyper important. Oui. Alors, Cathy, du coup, qui réagit, c'est dur que quand même, quand on n'a pas l'âge de la ménopause, évidemment, Ouais, on sait que l'hormonothérapie, elle peut être prise à un âge bien plus jeune. Ouais. Mais ce que disait Julie sur le fait de ne pas nager trop à contre-courant, peut-être que c'est aussi s'économiser un petit peu. Voilà, il faut falloir apprendre en fait à vivre avec ce corps et à aller l'hormonothérapie pendant un certain temps. Donc, ne vous essoufflez pas trop vite, en fait. Ouais. Essayez de garder de l'énergie pour les choses qui ont vraiment de la valeur et qui ont vraiment une importance capitale. Peut-être 4-5 kilos sur la balance, ce n'est pas si important que ça. Alors, c'est facile à dire, moi j'en ai bien plus que 4-5 entre autres sur la balance, mais c'est comme ça. Et il y a des poids qui s'équilibrent plus ou moins bien. Et il y a des corps qui vont s'équilibrer plus ou moins bien. Et malgré tout, rien n'empêche d'aller se faire aider, de se faire soutenir par un professionnel de santé qui est là pour ça. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Ouais, juste petit truc sur le verre de vin de temps en temps. Oui, c'est pas du tout interdit de boire un petit verre de vin de temps en temps. Alors là, pareil, hein, les recos, c'est 2 verres maximum par jour et pas tous les jours. C'est très français comme reco. Vous en prenez ce que vous voulez. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire c'est 2 ou 3 verres par semaine maximum et c'est déjà très bien. Voilà. Oui, je sais que c'est très difficile d'avoir un discours sur le corps qui n'est pas un discours normatif. On a des corps qui sont tous très différents et malheureusement, on n'a pas toujours exactement le corps qu'on aimerait avoir. Regardez, en fait, pour de vrai, le poids qu'on devrait chercher à avoir, c'est ce qu'on appelle notre set point. Le set point, c'est le poids d'équilibre de notre corps. Et il ne correspond pas forcément à la taille qu'on voudrait faire ou le poids qu'on voudrait faire. C'est le poids auquel notre corps est bien. Et il va rester et se stabiliser là-dedans. Vous allez manger à votre faim, vivre à votre faim, faire l'activité physique qui vous fait plaisir et votre poids ne bougera pas. Et c'est ça que vous devez viser. Je suis désolée, je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais c'est ça que vous devez viser et c'est ça le plus intéressant et le plus important. Votre corps, il vit avec vous. Il traverse plein de choses avec vous. Et lui aussi, peut-être que parfois, il n'a pas envie qu'on lui en demande trop parce qu'il a déjà traversé plein d'épreuves avec vous. Donc, parfois, lui laisser 2, 3, 4, 5 kilos, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose pour lui. Et pour vous non plus. Mais c'est des choses qui peuvent être prises avec du recul et je sais que ce n'est pas facile. Merci, Julie. Alors, y a-t-il des aliments qui font du bien aux articulations? Non, enfin, peut-être, mais je ne les connais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était plutôt, ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire, donc beaucoup de végétaux, peu de viande, plutôt du poisson, plutôt des œufs que de la viande, plutôt des matières grasses végétales, et puis plutôt, pareil, hein, plutôt légumineuses, et quand je parlais des féculents tout à l'heure, plutôt féculents complets, ou en tout cas riches en céréales. Ça, c'est la base de l'alimentation anti-inflammatoire. Ok. Qu'il y a encore d'autres questions? Je refais quand même un petit peu le fil pour être sûre de n'avoir rien oublié. Pour diminuer l'œdème, Cathy demande, la chimio lui a fait prendre du poids et elle met entre guillemets, ça l'a fait gonfler. Et l'hormonothérapie là-dessus n'arrange pas les choses. Est-ce qu'on a quelques recommandations? Alors, pour les bouffées de chaleur, je suis désolée, il n'y a rien. Enfin, il n'y a Bouffées de rien au chaleur, niveau alimentaire. Il y a des compléments voilà. alimentaires qui peuvent vous aider, des fleurs de bac, des machins, des trucs, mais au niveau alimentaire en soi, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour de vrai, on aurait pu vous dire qu'il fallait manger du soja très jeune, mais là, c'est trop tard pour vous. Vous ne mangez plus de soja maintenant. Donc voilà, c'est… Non, regardez les prochains webinaires de réflexologie. En réflexologie, alors on est sur une autre pratique. Donc, il y a des choses qui sont possibles pour limiter les bouffées de chaleur. Pour l'œdème,
le principe, c'est de boire le plus d'eau possible. Il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, souvent, quand vous avez de l'œdème, c'est que vous n'avez pas une hydratation optimale de votre corps. Donc, il faut réhydrater le plus possible pour que le corps puisse lâcher. Parce qu'il sait qu'il a assez d'eau, donc il va pouvoir lâcher. Faites attention à ne consommer pas trop de sel aussi dans votre alimentation. Donc, évitez soit de ressaler, soit de manger des aliments trop salés. Les aliments les plus salés, c'est le pain et le fromage en général. Donc, on fait attention à ces aliments-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour l'œdème, il faut absolument porter des bas de contention pour augmenter votre circulation et pour qu'elle s'améliore, en fait. Parce que c'est vraiment une question de circulation sanguine et c'est vraiment une question d'hydratation. Si votre corps sait qu'il y a toujours plein d'eau et qu'en plus la circulation se fait bien, il va limiter un petit peu les œdèmes, même s'il n'y a pas de magie sur les œdèmes. Bon, le drainage lymphatique peut aider, le fait de vous prescrire des séances de drainage lymphatique. Même si l'œdème il est dans les bras, le fait de drainer les jambes, ça va quand même aider à drainer en général. Voilà, mesdames. Notre temps va s'arrêter là. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces réponses aux questions. Je pense qu'on a vraiment balayé le sujet dans son intégralité. Il y aura toujours des questions, donc n'hésitez pas, comme le disait Julie, à consulter de votre côté, à nous écrire à Ma Maison Rose Up s'il y avait des questions particulières, à aussi nous solliciter sur des thématiques que vous souhaiteriez aborder lors de prochains webinaires nutrition. Vous pouvez nous écrire par mail, nous appeler. Je suis disponible derrière mon téléphone pour ça. Merci beaucoup, Julie. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, mesdames, passez une belle semaine et à très bientôt. Merci à toutes. Bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.